Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu as raté le concours ESA 2026, mais que tu souhaites quand même retenter ce concours l'année prochaine pour devenir médecin militaire, le métier de tes rêves. Je te rassure, à l'époque, moi quand j'ai tenté le concours, je l'ai raté en terminale et je l'ai réussi l'année d'après. Donc vraiment, rien n'est impossible. Faut pas que tu oublies que plusieurs centaines de candidats, enfin plus d'un millier, le tentent alors qu'il y a à peine une centaine de places pour les admissions. Je vais donc t'expliquer dans les prochaines minutes comment est-ce que moi je referai à ta place avec l'expérience que j'ai d'avoir raté puis réussi le concours. Je vais te donner en quelque sorte un plan d'action clair qui va te permettre de gérer les écrits, les oraux, ainsi que le sport. Vraiment, je vais te donner mes meilleurs conseils, alors sois bien attentif du début jusqu'à la fin. Dans un premier temps, je vais te conseiller sur est-ce que tu dois repasser le concours de niveau bac ou tenter le concours collatéral en partant sur une première année de médecine. Ensuite, je vais te donner les conseils de comment est-ce que tu peux te préparer pour les oraux de manière générale en termes d'expérience et aussi comment est-ce que toi tu peux être sûr que c'est vraiment le métier qui te correspond, parce que je trouve vraiment que pour bosser les oraux, il faut avoir une clarté vis-à-vis de son projet dans sa tête et on peut pas simplement s'entraîner à l'oral, répondre à des questions si intérieurement on n'a pas fait le chemin nécessaire, on s'est pas posé suffisamment de fois la question pourquoi est-ce qu'on voulait devenir médecin militaire, et cette question on peut y répondre avec des expériences, ou en tout cas en partie avec des expériences. C'est ce que je vais m'attarder à vous présenter du coup dans les prochaines minutes. Je vais aussi évidemment vous parler de comment préparer les écrits et puis les oraux de manière plus générale en termes d'éloquence, de comment bien répondre aux questions, de comment être à l'aise à l'oral. Je finirai rapidement avec une petite présentation de comment est-ce que vous pouvez commencer à préparer le sport déjà un an à l'avance. Bref, on commence tout de suite entre le concours collatéral ou le concours bac. Qu'est-ce que vous devriez choisir l'an prochain? Déjà, il faut savoir que choisir le concours collatéral, donc partir sur une première année de médecine et tenter le concours collatéral en fin de première année, c'est donc cumuler la médecine ainsi que la préparation du concours collatéral. Alors que si vous retentez le concours niveau bac, en général, c'est souvent votre objectif principal de rejoindre l'école et donc vous pouvez accorder moins de temps à une préparation, par exemple en fac ou en classe préparatoire aux grandes écoles, alors que la passe, il faut la valider si vous voulez intégrer l'école en deuxième année. Le concours collatéral, c'est aussi moins de places. Là, par exemple, je prépare des élèves cette année et il n'y a que 15 places disponibles, alors qu'il y en a 125 pour le concours niveau bac. Après, il n'y a que 60 élèves qui ont présenté le concours cette année, donc 60 élèves pour 15 places. Ça fait un plus gros coefficient de réussite, mais tous les élèves qui le tentent après le bac, donc en concours collatéral, c'est quasiment que des élèves qui ont tenté le concours l'année précédente, comme vous, et qui vont tenter le concours collatéral. Donc la concurrence est plus forte, je dirais, que le concours niveau bac où il y a vraiment là pour le coup des artistes et des touristes qui se présentent. Le concours collatéral, c'est plus le cas. Quelque chose aussi que je m'étais dit, et c'est pour ça que j'avais choisi, je pense, le concours bac la deuxième année quand je l'ai repassé, c'est que je voulais absolument pour moi vivre les premiers moments avec les élèves de ma promotion, c'est-à-dire intégrer en même temps que tout le monde avec les élèves de la promotion dans laquelle je serai. Parce que si vous intégrez le concours collatéral après les autres, vous allez intégrer une promotion, qui aura déjà vécu une première année de médecine ensemble, qui aura déjà vécu sa formation militaire initiale, ses cérémonies d'accueil ensemble. Vous serez avec un wagon de retard. Alors, je vous rassure, les élèves qu'on rejoint quand j'étais en deuxième année avec le concours collatéral, ils ont été très bien intégrés et il n'y a pas eu particulièrement de soucis avec aucun d'entre eux. Mais voilà, moi personnellement, je savais que je voulais vraiment rentrer à l'école et vivre ces premiers moments, ces premiers instants avec les élèves de ma promotion et pas après. Maintenant, j'ai aussi un élève que j'ai eu cette année, on en discutait en octobre-novembre, il me demandait, mais si j'ai pas le concours cette année et que je le repasse l'an prochain, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, Maxence, de le tenter en redoublant sa terminale? Et là, pour moi, c'est un non-sens total. Parce que redoubler sa terminale, c'est rester au même niveau et retenter du coup avec le même niveau. Après, la data qu'il avait pas, c'était que quand vous êtes en post-bac, donc par exemple en classe préparatoire aux grandes écoles, maths sup, maths spé, ou en fac, le concours ne change pas, c'est toujours le concours niveau bac. Et donc du coup c'est pour ça qu'il faut absolument pas rester en terminale et stagner au même niveau, il faut faire des choses plus difficiles, habituer votre cerveau à aller plus loin dans la réflexion, à résoudre des problèmes plus difficiles pour que quand vous reveniez en arrière sur le concours niveau bac, sur le niveau terminal plus élevé mais terminal quand même, ce soit beaucoup plus simple. Là, dans l'accompagnement que je propose, le but c'est de finir le programme le plus vite possible, en octobre à peu près, voire même septembre, et ensuite de leur proposer du programme de prépa, faire des choses plus difficiles en maths, en physique, en SVT, pour que en janvier, donc par exemple on va faire ça en octobre, novembre et décembre, pour qu'en janvier on revienne sur les annales du concours ESA, niveau terminal, et que ce soit
dans leur tête beaucoup plus simple de revenir sur du niveau terminal, et c'est comme ça qu'on aura les meilleurs résultats. Bah là c'est pareil, refaire une année de terminale, c'est stagner au même niveau, c'est ne pas prendre son envol, du coup je pense rester chez ses parents, parce qu'on va pas prendre un appartement alors qu'on reste en terminale, donc c'est ne pas développer une certaine maturité vis-à-vis de la vie en général, parce que vous restez dans quelque chose que vous connaissez, vous sortez pas de votre zone de confort. Moi, aller en prépa, partir en internat dans une autre ville, ne revenir que le week-end, je revenais quand même le week-end, ça m'a vraiment fait prendre en maturité. J'ai découvert de nouvelles personnes, découvert de nouveaux horizons, j'ai approfondi mes connaissances en maths et en physique, ça m'a permis d'avoir 20 en maths et 16 en physique, parce que j'avais un niveau qui était à des années-lumière, enfin, j'exagère, mais qui était vraiment beaucoup plus poussé que le niveau terminal, et du coup j'ai pris vraiment du plaisir dans cette année, parce que j'avais pas la pression des concours ou des examens qu'on peut avoir à la fac ou aux classes préparatoires aux grandes écoles. Genre vraiment je skiais plaisir. C'était une année fantastique, je faisais des maths, de la physique à fond, je savais que je bossais le concours, en plus comme c'était l'année du Covid, et bien 2 mois avant le concours des écrits, je suis parti en confinement chez moi, donc j'ai vraiment passé 2 mois à tryhard le concours un max avec les connaissances que j'avais de la prépa, et du coup j'ai éclaté le concours, parce que aussi, et ça c'est un piège dans lequel il faut pas tomber, j'avais une prof de maths qui m'a aussi aidé sur la physique, qui avait déjà aidé des élèves à préparer le concours ESA. Et sur le moment, je me suis pas rendu compte à quel point ça m'avait aidé, parce que j'avais pas de comparatif, mais maintenant que j'ai accompagné des élèves qui étaient aussi en classe préparatoire et qui voulaient préparer ce concours, je les ai accompagnés que pour les oraux, pas pour les écrits, je me suis rendu compte qu'aux écrits, ils avaient pas de si bonnes notes que ça, parce que ils avaient pas eu les 2 mois que j'avais eu de confinement pour préparer ce concours, et 2, et bien tout simplement, ils étaient focus sur leur année de prépa, ils ont pas préparé le concours, et faire du plus difficile, mais du coup du différent, sans revenir et sans maîtriser les bases du concours ESA, donc la rapidité, le type de questions, les QCM, et bien ces 2 élèves qui étaient en prépa, quand on a vu leurs notes des écrits après les oraux, et bien on était vraiment sur le cul, parce qu'ils avaient pas plus de 9, 10, 11 ou 12 en maths, en physique et en SVT, alors que c'était des élèves de prépa, parce que simplement ils ont pas pris le temps de bosser ce concours pendant leur année, ce que moi j'ai pas fait, parce que en prépa j'avais cette prof qui avait déjà aidé des élèves, et donc du coup toute l'année je bossais la prépa, mais en parallèle je continuais de bosser le concours, et les 2 derniers mois j'ai bossé à fond le concours. Bref, pour en revenir à la terminale, ne refaites absolument pas une année de terminale, prenez votre envol, allez en prépa, en fac, vraiment allez découvrir de nouveaux horizons, confrontez-vous vraiment à des difficultés autres que celles de la terminale, et vous verrez que le concours se passera bien mieux si en parallèle tout le long vous avez une bonne organisation, une bonne méthodo pour aussi bosser le concours à côté. Sinon vous allez être déçu et vous n'allez pas avoir des bonnes notes aux écrits, alors que vous aurez la sensation vraiment d'avoir un bien meilleur niveau qu'en terminale. Maintenant, qu'est-ce que je choisirais entre une fac et une prépa? Alors, moi personnellement, je pense que 100% je referais une prépa, parce que j'ai adoré cet esprit de compétition, le fait qu'on soit qu'une vingtaine dans une classe, on était 20 à 25, que je sais pas, chaque DES était classé, et même les profs, ça peut vous sembler peut-être malsain, vous qui êtes des élèves de terminale, et on n'a pas vraiment grandi dans la même génération, donc vous avez pas trop connu ça, mais le prof rendait la moins bonne copie au dernier en premier, et remontait comme ça tous les élèves jusqu'à rendre la meilleure copie en dernier. Et pour la petite anecdote, mon premier DS de maths que j'ai fait en classe préparatoire, je l'ai majoré, j'ai fini premier avec 14,6 je crois, et le deuxième était à 10, et le fait qu'elle rende d'abord au dernier, puis après à toute la classe, et qu'elle finisse par moi, je sais pas, je me suis dit what the fuck, la prépa c'est incroyable. J'ai du coup adoré en fait cet esprit de compétition, le fait qu'on soit en petite classe, en petit groupe, ça garde cet esprit, on va dire classe de terminale. J'étais en internat, donc du coup j'ai quand même développé des bonnes amitiés avec certains de mes camarades, et je pense qu'on a moins ça en fac. Il y a moins cet esprit un peu plus dans la continuité de la terminale, on est un peu plus livré à nous-mêmes, et si vous manquez probablement encore d'autonomie, peut-être que ça peut être un peu dangereux, parce que vous pouvez vous laisser porter par, on va dire, les autres personnes de votre faculté qui vont moins bosser, parce que à la fac on est moins dans un esprit de compétition, on est moins dans un esprit vraiment d'aller chercher le maximum, ce qui est le cas en prépa, et donc du coup vous allez peut-être mener votre barque tranquillement, pas tellement travailler et pas avoir les résultats escomptés à la fin. Donc personnellement moi je choisirais la prépa. Après, si vous voulez pas vivre dans un esprit vraiment de compétition ou de pression, déjà ne partez pas en médecine en fait. Non, je rigole, mais vous pouvez complètement choisir la fac si vous aimez pas ça, mais sachez qu'en médecine il va revenir au galop cet esprit de compétition, le fait d'être noté, le fait d'être classé, d'autant plus à l'école santé des armées. En première année, on a une colle tous les dimanches soirs avec les profs qui sont sur l'école, et le mercredi, je crois, sur un tableau, donc il y en a un pour les Lyon Sud, un pour les Lyon Est. On a toutes les notes avec les classements, donc vous êtes classé de 1 à 60 avec tous les élèves de la promotion en fonction de vos résultats à la colle du dimanche soir. Ça, chaque semaine. Donc si vous aimez pas la compétition, médecine ça va être compliqué, hein.
je vous cache pas, mais si vous voulez pas vous mettre la pression pour cette préparation au concours, je vous dirais plutôt de choisir la fac. En revanche, pour les autres, plutôt la prépa. Et conseil, ne prenez pas une prépa qui est trop exigeante. Je pense que partir sur une prépa type Henri IV, Louis le Grand, Janson de Sailly, Le Parc à Lyon, c'est pas une bonne idée parce qu'en fait, vous allez vraiment pas avoir le temps du tout de bosser le concours. Moi, je suis parti dans une petite prépa modeste. J'étais au lycée Lalande à Bourg-en-Bresse. Je peux pas me vanter, vraiment, quand je parle avec d'autres gens qui ont fait prépa. Je me vante pas d'avoir fait le lycée Lalande. À la limite, le seul truc sur lequel je peux me vanter, c'est d'avoir majoré mon année, mais c'est tout. Je suis très content d'avoir été dans un petit lycée, de pas avoir fait une grosse prépa parce que j'ai eu le temps de bosser le concours ESA. Et mon objectif, c'était le concours ESA, c'était pas d'intégrer une école d'ingénieur. Donc j'en avais vraiment rien à foutre de tout ça. Moi, je voulais intégrer l'ESA et c'était du coup le combo parfait. Donc mon choix, ce serait petite prépa, vraiment une petite prépa, tranquillement. Vous bossez le concours ESA sur le côté, vous rejoignez mon accompagnement, les deux sont compatibles et vous assurez votre place au concours. Par exemple, pour vous citer un élève qui a fait ça et qui a du coup rejoint l'accompagnement de l'année dernière, donc là où je faisais que les oraux, il était en fac de maths et de physique-chimie. Il a fait septembre à janvier et après février-mars, il a bossé les oraux, enfin les écrits à fond de son côté. À l'époque, le concours était en mars, ne soyez pas jaloux. Maintenant, il est début février, vous avez un peu moins le temps. Bref, lui c'était en mars et donc du coup, il a fait sa fac de septembre jusqu'à fin janvier et après, il a bossé les écrits de son côté tout seul. Au résultat, il a très bien réussi les écrits, je l'ai accompagné pour les oraux, il a très bien réussi les oraux, il a eu 19 et maintenant, il est à l'école de santé des armées alors qu'il avait tenté en terminale et qu'il n'avait pas réussi les écrits. Donc si c'est ton cas, voilà, sache que c'est pas grave d'avoir raté une fois ce concours. Ça arrive à beaucoup de gens, à 92% d'entre eux, parce qu'il n'y a que 8% des élèves qui réussissent. Et si tu y tiens vraiment, là où tu vas te démarquer des autres, c'est que tu vas le retenter l'année prochaine, mettre toutes les chances de ton côté, bien écouter mes conseils et tu vas voir, ça va le faire. Donc vraiment retiens, peu importe ce que tu choisis déjà, confronte-toi à plus de difficultés, reste pas en terminale et après choisis quelque chose où tu auras quand même du temps et où tu seras dans un environnement qui sera sain pour que tu travailles. La fac, il faut être plus autonome. La prépa, ça te force un peu plus à travailler. C'est tout. Mais dans tous les cas, dans les deux, le niveau que tu vas acquérir en travaillant pour la fac ou pour la prépa, il sera largement meilleur que celui de terminale, ne t'en fais pas. Et d'ailleurs, j'ajouterai encore une chose, si t'es en internat comme ce que j'ai pu faire, si t'es à la fac, tu travailles en autonomie, que tu prends ton appart, l'autonomie est littéralement un des critères dans le barème des oraux, le barème officiel qu'utilise le jury pour te noter, qu'il a peut-être utilisé pour te noter là il y a quelques semaines si t'as passé les oraux. Donc mettre en avant ces expériences en autonomie, c'est une très bonne chose. Maintenant, je vais répondre à la deuxième question, qu'est-ce que tu dois mettre en place en termes d'expérience pour vraiment maximiser tes chances de réussite au concours. Parce que tes expériences, ça va te permettre, de garder ta motivation le plus longtemps possible, le plus haut possible. Il y aura des hauts, il y aura des bas. L'année prochaine, comme tu l'as eu cette année, je pense que tu as dû le voir, on reste pas motivé pendant un an, c'est impossible. Par contre, maxer ses expériences, donc aller faire une préparation militaire ou que sais-je, des stages à l'hôpital, je vais vous expliquer ça dans quelques instants, ça va te permettre vraiment de te projeter et rester du coup plus motivé quand tu vas être dans des moments de difficulté. Ça va aussi te permettre d'être sûr que tu t'engages pour toi dans la bonne voie. Devenir médecin militaire, c'est pas anodin, c'est un engagement de 24 ans. Donc le fait de s'exposer à des stages à l'hôpital, de lire sur la vie de d'autres médecins militaires, d'en rencontrer, d'aller à la journée porte ouverte, de visualiser ce que c'est l'école, comment est-ce que tu vas travailler pendant 6 ans, avec qui est-ce que tu vas travailler, c'est des choses pour lesquelles il faut se poser la question de est-ce que c'est fait pour moi, parce que tu veux peut-être devenir médecin militaire, peut-être que tu idéalises le métier en fait tout simplement, et que ça te correspond pas. Et vraiment je trouve ça essentiel si tu t'embarques là-dedans, de pas avoir de regrets après 1, 2 ou 3 ans à l'école et de démissionner parce que tu te rends compte que c'était pas fait pour toi, parce qu'en terminale ou en post-bac, avant de tenter le concours, t'avais pas fait cet effort nécessaire d'être sûr de vérifier que c'était vraiment bien fait pour toi. Parce que tu peux réussir les oraux et bluffer le jury sans que toi t'aies cette conviction interne. Ce sera plus facile de réussir les oraux si tu l'as, et c'est pour ça que moi je conseille à mes élèves de maxer les expériences qu'ils vont faire durant toute cette année de fin de première et de terminale, mais tu peux quand même y arriver sans avoir fait tout ça. Et après, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir beaucoup d'expérience pour les oraux, pour le jury? Et bah mets-toi à la place du jury, t'as deux candidats, un qui te dit qu'il a juste vu le site internet de l'école de santé des armées et l'autre qui te dit qu'il a fait un an de préparation militaire marine et que du coup tous les samedis pendant un an il est allé à sa préparation militaire marine, il a fait toutes les activités, il a maintenu son engagement sur le long terme. Tes jurys, tu choisis qui? L'élève qui a fait une préparation militaire marine, tout simplement. Alors maintenant je vais donc te donner du concret parce que je pense que tu es là pour ça. Au niveau des lectures, je t'en ai déjà donné 3 dans ma précédente vidéo, là je t'en redonne 3, c'est des lectures en partie qu'ont fait mes élèves et qu'ils m'ont conseillé et des lectures que moi je leur ai conseillé. Donc le
premier, c'est Guerre et paix de Tolstoï. Le deuxième, c'est Pilote de guerre de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry qui est l'auteur qui est tombé cette année pour l'épreuve de français. Donc ça peut être intéressant de se renseigner un petit peu plus dessus. Et le dernier, c'est Allons médecins de la patrie de Elisabeth Segar. Dans l'accompagnement, je propose plus d'une vingtaine de lectures à mes élèves parce que je considère que c'est essentiel pour la préparation du concours. Un, pour les écrits, le fait d'avoir une grosse culture générale, de pouvoir citer des exemples, de pouvoir argumenter ses idées en mettant en avant certains exemples que vous avez pu retrouver dans des lectures, ça fait vraiment la richesse d'une copie. Et deux, pour les oraux, si vous êtes capable, pareil, d'argumenter, de lier en fait vos expériences avec des lectures, de lier vos motivations avec des lectures que vous avez pu faire, de faire des parallèles entre ce qu'ont dit certains auteurs et ce dans quoi est-ce que vous vous retrouvez, ce pourquoi est-ce que vous voulez faire médecin militaire, et ça va paraître beaucoup plus concret en fait pour les gens qui vont vous écouter. Ils vont se dire ok, là on a quelqu'un qui fait des liens, qui a réfléchi à la question, qui a l'air vraiment d'avoir pesé le pour et le contre, qui a été plus loin que les autres tout simplement, et c'est un concours, faut se démarquer, faut aller plus loin que les autres, donc c'est pour ça que je conseille autant de lectures à mes élèves. Plus vous allez lire, mieux c'est, parce que moins vous allez aussi passer de temps sur vos téléphones ou à faire autre chose qui vous permettra pas d'avancer dans la préparation de ce concours. Ensuite, au niveau des stages, moi je vous conseille vraiment de faire une préparation militaire. Personnellement, j'avais fait une préparation militaire terre au régiment de Spahis à Valence, dans le sud de Lyon, à 1 heure, donc je me suis pas trop éloigné de ma terre natale. J'avais adoré, ça avait duré 1 semaine et j'avais vraiment pu comprendre comment est-ce que ça se passait en fait le quotidien d'un militaire en régiment, quelles étaient les activités de base, manger une ration, faire des longues marches, des courses d'orientation, le parcours d'obstacles, pomper à 3h du matin alors qu'il pleut sur du goudron et sur les points, des choses comme ça. Et ça m'a vraiment permis de concrétiser, d'être sûr que être militaire, à l'époque en tout cas, puisque maintenant je ne le suis plus, c'était ce que je voulais faire. Ça, je l'avais fait entre les écrits de ma terminale et les oraux de ma terminale. Pas du coup en première année de prépa, mais c'est une expérience que j'ai pu ressortir lors de mes 2 oraux. Ensuite, donc vous pouvez faire vous une préparation militaire terre si vous avez qu'une semaine, et sinon je vous conseille vraiment de faire une préparation militaire marine. J'en avais pas la connaissance moi à l'époque quand j'ai tenté le concours, je savais pas que ça existait. Je sais maintenant parce que j'ai eu des camarades à l'école santé des armées qui l'avaient fait, et puis j'ai eu beaucoup d'élèves qui l'ont fait aussi. La préparation militaire marine, ça va être sur une année, ça va pas être sur une semaine, ça va être tous les samedis ou un samedi sur 2 il me semble, et ça va vraiment du coup un premier engagement que vous allez faire, parce que pendant 1 an alors que vous préparez le concours, maintenir cet engagement sur la durée, je pense que c'est un très bon critère pour les jurys pour se dire ok, lui ou elle, il est fait pour l'école, parce que déjà au niveau de l'engagement qu'il a pris avec la PMM, c'est tenu. Donc c'est un premier bon indicateur. Maintenant, comment est-ce que tu peux faire toi si tu veux faire une préparation militaire terre ou une préparation militaire marine? Eh bien c'est très simple, tu vas au CIRFA, C-I-R-F-A, le plus proche de ta ville. Donc moi il y en avait un à Lyon, toi renseigne-toi, mais normalement si t'habites pas dans une grande ville, il y a une grande ville à côté où il y a un CIRFA, et tu leur demandes quand est-ce qu'il y a des disponibilités pour faire une préparation militaire marine ou une préparation militaire terre. C'est pas plus dur que ça, donc ça te prend une après-midi, et après t'échanges avec eux par mail il me semble, tu leur demandes des dispos, là on est donc la vidéo va sortir court en juin, peut-être qu'il y aura plus de dispo pour cet été, mais il y aura sûrement pour les vacances de la Toussaint, pour les vacances de Noël, ou même après les écrits, tu vois, si tu veux pas te prendre la tête, faire ta préparation militaire terre après les écrits, c'est ce que j'ai conseillé, parce que là j'ai eu des parents au téléphone hier, je vous raconte un peu ma vie, mais ils me demandaient, du coup ils me posaient des questions sur quand est-ce qu'ils devaient caler la préparation militaire terre, donc une élève de l'accompagnement, et je leur ai expliqué, je leur ai donné le conseil de peut-être pas le faire, parce qu'elle est en terminale au moment des vacances de la Toussaint, où elle va être bien prise, parce qu'elle est déjà occupée avec la terminale, le concours, et elle est aussi à la protection civile. Je leur ai plutôt conseillé de le faire après les écrits pour qu'elle ait plus de temps et moins de charge mentale. Donc c'est quelque chose que je te conseille aussi. Après, si tu veux faire une préparation militaire marine, à ce moment-là, ça va être compliqué de faire aussi la protection civile sur le côté et faire plein de choses, donc concentre-toi peut-être plus sur la préparation militaire marine. Mais du coup, j'ai une élève cette année qui l'a fait lors de son... donc qui a juste passé les oraux avec moi, mais qui était à la fac et qui a fait une préparation militaire marine sur le côté pendant toute cette année. Et résultat, elle a eu 19,5 aux oraux, donc elle a plutôt bien réussi, et je pense que le fait d'avoir eu cette expérience cette année, ça l'a bien aidé. Maintenant, en dehors des expériences militaires, tu as aussi des expériences à l'hôpital. Et oui, je sais, c'est pas autorisé en France. Enfin, quand t'as moins de 18 ans, c'est très compliqué. Pousse les pistons au maximum. Essaye de passer entre les lignes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu peux pas parce qu'on te dit non, acharne-toi, vraiment. Essaie de faire jouer tes contacts le plus possible si tu connais personne. Force, vraiment, explique ton projet. Enfin, entraîne-toi finalement aux oraux, donc à convaincre les autres que voilà, tu veux faire médecin militaire et que pour ça, t'as besoin, toi, d'être allé à l'hôpital une fois pour être sûr que ce milieu-là, le fait d'être avec des malades, avec des patients, c'est vraiment ce qui te correspond. Si jamais tu peux pas, l'alternative que je trouve très sympa, que j'avais pu faire moi en première et en terminale, parce que j'avais aucune expérience à l'hôpital, pas de piston,
mes parents sont profs, ils sont pas médecins, et bien j'avais pu faire de l'associatif avec l'association Santé de Gidio en première et en terminale. J'avais fait plusieurs maraudes, j'avais fait des événements pour les sans-abri, et c'était ce qui m'avait confirmé que j'étais épanoui quand j'étais dans l'aide à autrui, vraiment dans les discussions, le fait de parler avec les gens, d'essayer de comprendre leurs souffrances, de les accompagner, de leur apporter un petit peu de bonheur. Moi j'avais trouvé ça trop cool, et donc du coup c'est ce que j'avais fait sur ces 2 années-là, et je pense que ça a pallié, on va dire, ça a rattrapé le fait que j'avais pas d'expérience à l'hôpital. Je pense que c'est vraiment important d'avoir soit une expérience en asso, soit une expérience à l'hôpital, parce que vous allez vraiment passer votre vie au service des autres. Et oui, il faut le prendre en compte ça, parce que si c'est pas fait pour vous et que ça vous saoule très vite le fait d'être avec des gens qui vont pas bien, de les écouter, de prendre soin d'eux, ne faites pas médecin militaire, hein. La vie c'est pas que des OPEX, hein. La plupart du temps vous serez en régiment, vous serez médecin des forces, vous serez dans une antenne médicale et vous ferez de la médecine du sport, de la médecine du travail, du suivi sur le long terme des militaires, et vous allez pas prendre en charge des jambes coupées tous les 4 matins et des balles dans le dos. Enfin, c'est pas ça le métier de médecin militaire. Évidemment, il y a ça, mais la majeure partie du temps, vous êtes quand même en antenne médicale et vous vous assurez vraiment un suivi humain avec les militaires que vous avez dans le régiment. C'est ça le métier de médecin, c'est être avec de l'humain en premier. Je pense que si vous aimez pas faire ça, c'est pas fait pour vous. Troisième type d'expérience, c'est la journée porte ouverte. J'ai littéralement obligé mes élèves à y aller, il n'y a pas le choix, ça va te permettre, de te projeter dans l'école dans laquelle tu vas passer 6 ans, peut être sympa. Ensuite, ça va te permettre de visualiser donc les infrastructures, de rencontrer des élèves de l'école, d'assister au discours du général, et donc de comprendre dans quelle dynamique est-ce que se trouve l'école de santé des armées actuellement, quelles sont les attentes finalement du général, du commandement vis-à-vis des élèves qui vont recruter. C'est littéralement ça le discours du général. Vous allez aussi pouvoir assister à un exercice de rapatriement sanitaire par des élèves de 4 ou de 5e année, donc vraiment voir ce que vous allez pouvoir faire finalement quand vous serez à l'école et quand vous serez médecin militaire. C'était vraiment une expérience incroyable, j'ai adoré moi en tout cas quand j'y étais en 2019 à la journée porte ouverte, pouvoir voir ça, cet exercice de rapatriement sanitaire, c'était trop cool. Et puis pareil, allez-y avec vos parents parce qu'il n'y a pas beaucoup quand même d'occasion d'aller sur l'école. Une fois que vous êtes à l'école, il y a juste la cérémonie des épées et le baptême, donc la journée porte ouverte ça peut être un moment où vos parents visualisent ce que vous allez vivre pendant ces 6 ans, les différentes chambres, le fait qu'on soit en chambre en duo en première, deuxième et troisième année, qu'on soit en chambre solo en 4e, 5e et 6e année, comment est-ce que ça se passe pour aller manger, pour faire son linge, etc. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes les parents d'un élève qui prépare ce concours, que vous avez des questions sur l'aspect technique, l'aspect pratique de la vie à l'école de santé des armées, mettez un commentaire, posez-moi votre question et je prendrai le temps d'y répondre. Et petit point à rajouter pour les oraux, vis-à-vis des oraux, c'est que le fait d'avoir fait la journée porte ouverte est un des éléments du barème des oraux, le barème officiel. Donc ça peut être une bonne idée, je pense, d'y aller pour avoir une meilleure note aux oraux. 4e puntoche, les rencontres. Mon premier conseil, c'est le site My Job Glasses, que je vais vous afficher à l'écran. My Job Glasses, c'est un site où vous allez pouvoir prendre un rendez-vous téléphonique avec un médecin militaire, pouvoir échanger avec lui pendant, je crois, plus d'une trentaine de minutes, il me semble. En tout cas, c'est ce que mes élèves m'ont raconté. Et ça va être vraiment du pain béni pour vous. Vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions sur le métier de médecin militaire. Moi, c'est des questions auxquelles je peux pas répondre. Enfin, il y a des questions auxquelles je peux pas répondre parce que j'ai pas été médecin militaire. Donc vraiment, faites l'effort de voir plus loin que juste le concours et l'école, mais vraiment de demander comment est-ce que ça se passe quand on est médecin militaire, comment est-ce qu'on appréhende de partir en opération extérieure, quelles sont les questions qu'il s'est posées lui avant de s'engager, qu'est-ce qu'il aurait aimé avoir comme conseil avant de s'engager. Vraiment préparez bien, je sais pas, une dizaine de questions profondes, pas juste lui demander une anecdote ou deux, quoi. Vraiment aller un peu plus au fond des choses pour vraiment en tirer le maximum de cet échange avec ce médecin militaire. Si vous en avez dans votre entourage, évidemment, je vous encourage à aller parler IRL, donc en physique avec un médecin militaire, ce sera toujours mieux qu'au téléphone, mais vous avez déjà cette option-là si vous n'en connaissez pas. Personnellement, dans l'accompagnement que je propose, je trouve que c'est un point important de pouvoir rencontrer des médecins militaires, que ce soit des médecins qui sont encore à l'internat, ou qui sont au Val-de-Grâce, qui font leurs 4 ans après les 6 ans à l'école, ou même en fait des élèves de l'école, enfin faire rencontrer à mes élèves, soit des élèves de l'école, soit des internes, soit des jeunes médecins militaires, soit des médecins militaires d'actifs, soit des anciens médecins militaires, ou encore même des infirmiers militaires. C'est plein de choses que j'ai mis en place pour mes élèves cette année, qu'ils ont adoré, et je pense que ça les a bien aidés à se projeter, à avoir une idée concrète de la carrière qu'ils pourraient avoir. Rien que pour les oraux, en fait, avoir cette compréhension-là de son projet, le fait de savoir qu'on peut être amené à faire en tant que médecin militaire, c'est un gros plus par rapport à quelqu'un qui s'est juste renseigné sur le site des écoles, vous vous en doutez. Bref, j'en arrive à mon 3e point. On a vu comment se préparer en choisissant le bon cursus, la bonne prépa, la bonne fac, etc. en fonction de son profil. On a vu
vu qu'est-ce que vous pouviez faire pour maximiser vos expériences, maintenant je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez bosser les écrits dès maintenant. Ce que je vais faire à chaque fois dans un premier temps, c'est vous expliquer comment est-ce qu'on les bosse dans l'accompagnement et du coup comment est-ce que vous pouvez faire pour le faire tout seul de votre côté par la suite. On a commencé les cours début mai, il y a des cours de mai jusqu'à juin pour commencer à prendre de l'avance sur le programme de terminale. Une pause en juillet et en août, on reprend je crois la semaine du 24 août. Finir du coup le programme du 24 août jusqu'à mi-octobre et après de octobre jusqu'à décembre, faire du plus dur. Janvier, faire que des annales et février, arriver et défoncer le concours. Ça, c'est le plan que j'ai mis en place pour mes élèves. Les profs que je leur ai mis à disposition, je vous l'ai dit, j'ai une famille de profs, c'est des connaissances que j'ai. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'avoir un prof qui n'est pas un prof de grande prépa, qui n'est pas un prof de Henri IV ou de Louis le Grand. C'est mieux d'avoir un prof, je pense, qui comprend vraiment le concours, qui est disponible pour les élèves, et c'est ce que j'ai mis en place, des profs qui peuvent répondre du coup aux élèves 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, pas la nuit évidemment, mais sinon tout le reste de la semaine, et qui en plus des visios avec les cours, permet un suivi qui soit individualisé auprès des élèves. Donc on puisse poser ces questions aux profs directement sur WhatsApp, en dehors des visios, pendant les visios, et qu'on ait vraiment une correction de ce qu'on fait, des exercices qu'on fait, qui soit personnalisé. Ça c'était pour moi un des points les plus importants, c'est ce que j'ai mis en place, et vous de votre côté, ce que vous pouvez faire, c'est faire la même chose si c'est possible avec les profs que vous avez au lycée. Je sais que j'en avais eu un qui avait accepté de m'aider moi quand j'étais au lycée, que les autres avaient un peu la flemme, malheureusement, tous les profs ne se valent pas. Donc si vous pouvez le faire un petit peu avec vos profs de lycée sur le côté, faites-le. Sinon vous pouvez prendre des profs particuliers si vraiment vous voulez pas rejoindre un accompagnement qui vous assure l'admission, et c'est votre droit. Vous pouvez juste prendre des profs particuliers dans chaque matière, mais c'est pas des profs du coup qui vont connaître ce concours, qui vont comprendre, peut-être qu'ils vont le comprendre directement, mais qui vont vous permettre de capter directement comment bosser pour avoir les points et pour bien comprendre les attentes, les attendus vis-à-vis de chaque épreuve. Parce que ça ne ressemble vraiment pas au concours de terminale. Si vous débarquez, que vous êtes un élève de première et que vous êtes en mode intrus dans cette vidéo, le concours de terminale, le concours de l'école santé des armées, n'a rien à voir avec la terminale. C'est beaucoup plus de rapidité, de réflexe que ce qu'on vous demande au bac par exemple. Donc méfiance avec des profs qui connaissent pas ce concours. Personnellement, moi c'est des membres de ma famille qui donc m'ont vu préparer ce concours ou qui même pour certains l'ont tenté aussi, et donc c'est que des gens du coup que je connais et qui connaissent ce concours. En français du coup, on a 2 heures de cours toutes les 2 semaines et ça permet toutes les 2 semaines du coup de s'entraîner et de préparer de son côté un résumé et une discussion que leur donne du coup la prof à faire toutes les 2 semaines. Donc ça, de mai jusqu'à février, ça permet vraiment d'avoir beaucoup de volume d'entraînement. Ensuite, je vous l'ai dit précédemment, mais c'est de faire beaucoup de lectures, de lire beaucoup. On a plus d'une vingtaine de lectures qui sont proposées dans l'accompagnement, qui touchent un petit peu à tout, principalement donc au domaine de la médecine, au domaine de la médecine militaire, au domaine militaire, mais aussi des livres un petit peu plus grand public, des livres on va dire qu'il faut avoir lu. Je vous en donne un, mais avoir lu 1984 de George Orwell, c'est la base, je pense. Et ça va aussi vous permettre, en plus d'avoir une bonne culture littéraire, de lire et comprendre rapidement un texte, parce que les épreuves du concours ESA en français, c'est quoi? C'est un résumé, une discussion. C'est donc bien comprendre un texte et pouvoir le résumer, donc comprendre les idées très vite, et après comprendre du coup, prendre une citation de ce texte et pouvoir se questionner, être en capacité de se questionner sur une citation du texte. Donc lire, c'est ce qui va vraiment vous permettre d'aiguiser votre esprit à cette épreuve. Et c'est pas en lisant 2 bouquins à la va-vite 1 mois avant l'épreuve que vous allez débloquer cette capacité. C'est vraiment en s'y prenant maintenant qu'on y arrive. Après, en dehors des lectures et du fait d'avoir beaucoup de DM, on s'applique aussi, pas moi, je serais pas un très bon prof de français, mais en tout cas la prof de français s'applique aussi à leur donner des exercices d'orthographe, de syntaxe, de grammaire, à faire plusieurs dictées, parce qu'on n'attend pas des gros littéraires au concours ESA, on veut simplement des gens qui sont capables de lire un texte, de le comprendre et de s'exprimer clairement en français, de faire des phrases simples, de pas faire de fautes d'orthographe, parce que plus tard vous allez être des officiers de l'armée française. Vous devez non seulement à l'oral bien vous exprimer, c'est pour ça qu'il y a des oraux, et à l'écrit aussi pouvoir être assez direct, pouvoir rédiger une lettre ou un mail à n'importe qui. Il faut bien savoir s'exprimer et pas faire 15 fautes d'orthographe à chaque phrase. Voilà, donc vous de votre côté, ce que vous pouvez faire, c'est vous entraîner avec les annales, je pense. Pour le français, vous pouvez vous entraîner à l'avance avec les annales et demander de l'aide à votre prof de français s'il peut vous corriger, c'est top. Vous entraînez donc bien à l'avance à faire des résumés, des discussions, le faire vraiment avec le temps imparti. Peut-être qu'au début, vous pouvez partir avec 2 heures, mais petit à petit quand même tendre vers le 1h30. Et si vous êtes chaud, faire un petit peu moins, essayer de le faire en 1h20 par exemple, ça peut être un bon exercice de rapidité, de lire un maximum, donc, et puis je pense vous avez la capacité de votre côté avec Internet aujourd'hui de vous faire des dictées, de réviser de l'orthographe, de la syntaxe évidemment, avec soit Internet, soit votre prof de français dans votre lycée. Et si vous êtes en prépa ou à la fac, vous pouvez pas. Si vous avez quand même normalement à la prépa un prof de français philo, et à la fac je vous avoue que j'ai pas la réponse. Gardez contact avec votre prof de français de terminale.
important. Ensuite, l'anglais. L'anglais, il y en a 1 heure par semaine dans l'accompagnement et le but, c'est vraiment que les élèves ne fassent pas que de la compréhension écrite, mais vraiment qu'ils développent un amour pour la langue anglaise. Donc, ce qu'on leur propose avec le prof d'anglais, c'est évidemment de regarder des séries en anglais, de lire en anglais, des livres, mais aussi des articles, de faire beaucoup de Anki. Je crois que j'en parle dans une autre vidéo de Anki. Si vous savez pas ce que c'est, je vous expliquerai dans une autre vidéo. De vocabulaire pour vraiment bien retenir et faire beaucoup d'exercices de rapidité de QCM. Donc on leur envoie en fait des textes qu'on a nous en études de médecine, parce qu'on a une épreuve qui s'appelle la lecture critique d'articles, la LCA, où en fait on a des articles en anglais, on a des questions QCM en français. C'est un peu la même chose le concours ESA mais en moins difficile. Donc nous on s'entraîne avec le plus difficile qui est en médecine, donc en 5e année, en 6e année, et ils s'entraînent du coup à être le plus rapide possible puisque l'épreuve c'est 100 QCM en 1h30. Donc ça fait plus d'1 QCM par minute. Voilà, et pour les séries, si je vous l'ai pas dit, mais ça peut être bien de vous prendre une série que vous avez déjà vue, j'en sais rien, Dexter, Breaking Bad, Prison Break, donc vous savez ce qui se passe et de vous la mettre juste en anglais sans les sous-titres. Testez, au début vous allez rien comprendre et puis petit à petit ça va être de mieux en mieux, et le but vraiment cette année c'est de vous habituer à réfléchir aussi en anglais pour que ce soit beaucoup plus fluide lors de l'épreuve. Donc ce que vous pouvez faire seul de votre côté, c'est aller sur le site PubMed, P-U-B-M-E-D, pour trouver des articles et vous le donnez par exemple à Claude ou à ChatGPT pour vous préparer des QCM et vous entraîner de cette façon-là. Pour vous, ça peut être une bonne solution de prendre vraiment plein de textes, vous entraîner à poser des QCM, à répondre à des QCM encore et encore et encore. Ensuite, pour maths et physique-chimie, donc pour les maths, il y a 2 heures par semaine, pour la physique-chimie, il y a 2 heures par semaine. Et le prof, qui n'est nul autre que mon frère, a aussi passé le concours. Il l'a passé après moi, c'est mon petit frère, et aussi eu 20 en mathématiques. Donc ça peut être pas mal d'avoir un accompagnement où ton prof de maths et où la personne qui organise l'accompagnement ont eu 20 en mathématiques si tu veux aussi avoir une bonne note en maths. Et la vision qu'on a des mathématiques, c'est la même avec Alban, c'est-à-dire qu'il faut passer très peu de temps sur le cours et envoyer de l'exercice à balle, mais vraiment bouffer de l'exercice, se lever mathématiques, manger mathématiques, vivre mathématiques, dormir mathématiques. Vous allez voir, c'est la meilleure matière qui existe et elle vous manquera quand vous serez en médecine, en tout cas c'est mon cas. Et le seul conseil que je peux vous donner pour les maths, c'est vraiment de faire de l'exercice à balle, c'est ce qu'on fait dans l'accompagnement, on passe pas trop de temps sur le cours, mais on fonce vers les exercices. Et évidemment, ne vous dites pas, on fait pas le cours, si on comprend pas, on fait comment. Ils posent des questions d'autre façon à Alban, les élèves sur WhatsApp, et s'ils comprennent pas, évidemment, c'est la base. D'abord, on comprend le cours, évidemment, mais ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que passer des heures sur son cours, surligner, relire son cours, ça sert à rien. C'est pas comme ça que vous allez réussir médecine, c'est pas comme ça que vous allez réussir le concours ESA. À un moment donné, c'est comme au sport, si vous faites de la muscu, faut confronter ses muscles à l'échec pour progresser, et le cerveau, c'est un muscle, c'est la même chose, confrontez-le à l'échec, c'est comme ça qu'il progressera davantage. Voilà, je vous l'ai dit précédemment, mais que ce soit pour les maths ou la physique-chimie, l'état d'esprit il est le même, donc un peu de cours et beaucoup d'exos. Le but c'est de finir le programme en octobre, de leur faire du programme de prépa par la suite, et après qu'ils explosent complètement les écrits en faisant un maximum d'annales en janvier et être fin prêt pour le concours en février. Donc moi ce serait aussi ce que je suivrais si j'étais à ta place et si je préparais le concours tout seul. Vraiment finir le plus vite possible le programme de terminale, faire du plus difficile, faire vraiment beaucoup d'exos, à la fin faire plein d'annales pour pas les avoir appris par cœur et faire des annales, tu vois, dès maintenant je trouve ça complètement con parce que du coup quand tu vas devoir les faire avant le concours, tu te rappelleras un peu des réponses et donc tu seras vraiment pas dans les mêmes conditions que quand tu vas préparer le concours. Donc les faire le plus tard possible, à part en français, les autres matières je te conseille vraiment de les faire le plus tard possible. Et voilà, ici pour les sciences et l'anglais, ce qu'on fait du coup dans l'accompagnement là, ce qui est nouveau par rapport à l'année dernière, c'est qu'on tourne des vidéos à l'avance des cours et des corrections d'exercices pour les élèves afin que de leur côté ils puissent regarder le cours, comprendre comment faire du coup les premiers exercices, avoir la correction et arriver finalement en visio avec déjà des questions sur ce qu'ils comprennent pas et pouvoir passer en pratique devant les autres et devant le prof en visio pour qu'ils puissent avoir un feedback le plus précis possible finalement, parce que si on se contente, c'est ce que j'ai fait cette année, mais de faire les cours en visio, finalement le prof ne voit pas directement l'élève faire l'exercice, il voit pas comment il réfléchit et il peut moins lui donner des conseils pour qu'il s'améliore. Donc toi si tu peux et que si tu as un prof particulier pour les maths, la physique, chimie, la SVT, que sais-je, eh bien demande-lui d'avoir les cours à l'avance et quand il est là, faites des exercices. T'es pas là avec un prof pour apprendre le cours, ça doit être ce que tu dois faire de ton côté tout seul. C'est comme ça que ça se passe en médecine, tu apprends le cours de ton côté tout seul et après tu as des examens à balle, tu as plein de manières de t'entraîner, de plateformes pour faire des exercices. C'est comme ça qu'on progresse quand on veut apprendre. Vraiment, arrête de passer tout ton temps à vouloir apprendre et à t'entraîner à la fin un petit peu, ça ne marche pas. C'est parce que tu as peur d'échouer ça. Et on est qu'à un nombre fini d'échecs de la réussite. Retiens bien ça. Maintenant pour la SVT, qui est donc la dernière matière dont je vais pas parler, pareil, c'est 2 heures par semaine et là c'est toutes les techniques que j'ai acquéries en médecine que je donne à mes
élèves, donc sur mes 5 ans de médecine. Pour apprendre par cœur, j'ai plein de méthodes. Je pense que je vais sortir bientôt une grosse vidéo sur comment bien apprendre par cœur, tout ce que je conseille vis-à-vis de la méthodo, de l'organisation pour être efficace, ce qui m'a permis de réussir le concours ESA la deuxième fois, le concours médecine en étant grand admissible en première année, et bon, j'ai eu des rattrapages en deuxième année parce que je foutais rien, ok. Mais les années d'après, ça allait beaucoup mieux parce que j'ai remis en place cette méthode de travail et cette organisation, et donc c'est ce que je vais vous apprendre dans une prochaine vidéo. Là, c'est pas vraiment l'objectif de cette vidéo, simplement bah voilà, pour la SVT, c'est comme ça qu'on procède. Et ça donne vraiment un carnage parce qu'on se rend compte que le niveau de terminale, le niveau du concours ESA, par rapport à des études de médecine, c'est un peu c'est léger quoi, ça se boit comme du petit lait. Donc voilà, ce que tu peux faire, c'est quand la vidéo sortira, suivre ces conseils si pour le moment t'as pas encore une grosse méthode de travail, et marteler la méthode de travail que je vais te proposer pour bien bosser la SVT. C'est moins une matière où on peut faire vraiment beaucoup d'exercices. Alors il y a quand même beaucoup de points sur de la compréhension de texte, et du coup je t'invite à t'entraîner sur de l'étude de documents, de la compréhension de texte un maximum en SVT, pas faire que des QCM. Ah oui, et j'oubliais ce que je propose à mes élèves, ce que j'avais adoré moi, je vous en ai parlé quand j'étais en prépa ou quand j'étais à l'école, c'est le fait qu'on ait souvent des examens qui soient classés. En tout cas, moi je trouve que ça a bien marché pour moi toute ma scolarité, donc c'est ce que je propose aux élèves. Ils ont un premier concours blanc fin août, puis après fin septembre, fin octobre, fin novembre, fin décembre, et un chaque semaine, toutes les semaines de janvier. Ça permet vraiment d'avoir un retour sur son niveau réel et sur ce qu'on doit travailler en priorité. Si on a des moins bonnes notes au concours blanc en maths, et ben on sait que, fin août par exemple, on sait que le mois de septembre, il faut s'arracher sur les mathématiques pour battre les autres le mois d'après, quoi, enfin sur le concours blanc d'après. Et le tout, c'est de faire ça dans un esprit de compétition qui soit sain. Il n'y a pas de compétition malsaine entre mes élèves. Ils savent très bien que la clé de leur réussite, ce sera l'entraide entre eux. Ils s'entraident entre eux, ils bossent entre eux. Il n'y a pas que des visios avec les profs, il y a aussi des visios qu'ils font entre eux pour progresser dans chaque matière. On a fait des groupes de niveau avec du coup des élèves qui ont un bon niveau en maths, qui expliquent au moins bon. Ça permet pour les élèves qui ont plus de difficultés d'avoir et le point de vue du prof, d'avoir aussi les vidéos de cours, d'exercices, et d'avoir en plus un élève qui donc est littéralement à sa place et qui lui explique avec sa vision des choses. Ça permet vraiment de débloquer tout le monde, et même pour les élèves qui enseignent aux autres, un des très bons moyens, et ça c'est vrai que je peux vous le donner cette astuce, ce tips, c'est quand vous voulez maîtriser un cours à la perfection, essayez de l'expliquer à quelqu'un d'autre avec des mots hyper simples. De l'expliquer de la façon la plus simple possible. Si vous y arrivez, le cours il est su, il est appris et il sera retenu pour des années. Vraiment, je vous assure. C'est ce qu'on met en place du coup dans l'accompagnement, le fait d'expliquer le cours aux autres. Donc voilà, si tu prépares ce concours seul, ne reste pas seul. Tu es triste? Arrête. Tu es seul? Arrête. Pour être un peu plus sérieux, essaye de t'entourer avec des gens qui préparent aussi ce concours, ou en tout cas qui sont dans un état d'esprit de préparer quelque chose de difficile si tu es en prépa avec d'autres élèves, de te mettre en compétition avec eux sur certains examens, certains concours, certains TD, DM, j'en sais rien, et aussi d'essayer de lui expliquer toi ce que tu as appris, qui t'explique aussi, ça permet vraiment de progresser. Quatrième puntoche, bosser les oraux. Ce qu'on fait avec les élèves de l'accompagnement, en tout cas moi c'est ma recette magique, c'est de se filmer et qui m'envoie les vidéos sur WhatsApp. Clairement, c'est ce qui a fait le plus progresser, je pense, mes élèves cette année. Certains partaient avec des tics de langage énormes et ont fini avec une diction qui était impeccable. Vraiment, je suis trop fier d'eux. Et ça, je pense que c'est dû au fait que toute l'année, je leur ai demandé de se filmer, de m'envoyer, je leur faisais un feedback à chaque fois. Et c'est ça qui leur a permis de vraiment se démarquer aux oraux parce que leur façon de s'exprimer, elle était impeccable. Et je leur faisais du coup un feedback sur le fond, donc sur les idées qu'ils mettaient en avant, mais aussi un feedback sur la forme, qui puissent du coup identifier leur tic de langage, leur mauvaise façon de tourner les phrases peut-être, ou de présenter les choses au jury, c'est ça qui a fait vraiment la diff. On avait commencé tranquillement en septembre l'an dernier pour intensifier un peu plus en février quand ils avaient passé les écrits. Là cette année, rien à foutre, je commence en mai, on fait ça du coup depuis début mai, une question chaque semaine, ils se filment, ils commencent aussi les visios entre eux pour s'entraîner aux oraux, et comme ça avec un an de préparation, donc de mai jusqu'à l'année d'après mai, je vais tout simplement créer des machines, c'est tout. Et donc toi ce que tu peux faire de ton côté, c'est pareil, si t'as que tes parents, entraîne-toi avec tes parents. J'ai fait une vidéo l'an dernier qui s'appelle « J'ai analysé 1000 questions des oraux ESA », donc tu auras plein de thématiques qui seront abordées. Entraîne-toi, filme-toi, montre à tes parents, à tes proches. Si tu prépares le concours avec quelqu'un d'autre qui prépare le concours, eh bien tu lui montres, vous échangez entre vous. Vraiment, ce concours ne le prépare pas seul. Vraiment, l'erreur que j'ai fait en terminale, c'est de le préparer seul. J'ai passé une année de merde, j'ai bossé tout seul dans mon coin, je me rendais pas compte que j'avançais pas dans la bonne direction, et du coup, résultat, je l'ai pas eu. Alors que j'ai passé une année de merde, que j'ai eu la sensation de travailler, mais j'ai travaillé pour rien. Et l'année de ma prépa, je l'ai bossé avec ma prof de maths, donc je savais que j'avançais dans la bonne direction, et après pour les oraux je l'ai bossé avec des centaures, avec des élèves qui étaient à l'école, et du coup je savais aussi que j'avançais dans la bonne direction. Et c'est toi vraiment ce que tu dois mettre en place cette année, trouver des gens avec qui bosser ce concours et avoir un feedback sur la progression que tu as, c'est hyper important. Donc voilà, t'as ma vidéo, tu peux t'entraîner, te filmer, ça va vraiment bien t'aider. Et après ce que je fais avec les élèves en dehors des vidéos, c'est vraiment des entraînements aux oraux blancs, donc en visio chaque semaine. Pour la partie suivi que je propose dans mon accompagnement, ils ont un appel avec moi chaque semaine, et du coup chaque
semaine, on s'entraîne aux oraux ensemble. Je les fais passer sur tout type de questions, je rebondis sur leurs réponses et ça leur permet vraiment petit à petit d'avoir une meilleure clarté sur leur projet, de réfléchir du coup à pourquoi est-ce qu'ils veulent vraiment faire ce métier et de s'entraîner à être plus fluide, plus à l'aise à l'oral, de prendre confiance en soi aux oraux. Pour le sport, eh bien la course à pied, oublie les footings. Fais-toi que des entraînements de fractionnés. Ce que tu peux faire, c'est donc 1 minute à fond, 1 minute de marche, 1 minute à fond, 1 minute de marche. Tu fais du coup 6 séries de 1 minute à fond, 1 minute de marche. Ta séance, du coup, tu t'échauffes un peu avant de faire ça. Tu fais tu fais 5 minutes de footing et d'étirement après avoir fait ça. En 25 à 30 minutes, c'est plié. Tu fais ça 2 fois par semaine. Je te jure que dans un an, t'as 1700 mètres si t'es un garçon ou t'es à 1500 mètres ou plus si t'es une fille. Largement. Ensuite, pour la suspension et les tractions, pareil. Là, on est à un an. Tu peux commencer à te faire 2 à 3 entraînements par semaine. Des entraînements de 25 à 30 minutes, par exemple après ta séance de course, où j'ai fait une vidéo, en fait. Voilà, tout simplement. Je fais une vidéo sur les épreuves de sport où je te conseille ce que je propose en suspension et en traction. Je referai probablement une vidéo cette année où je t'expliquerai vraiment le programme que je te conseille. Mais pour rester général, fais plusieurs entraînements dans la semaine et des petits entraînements qui te fatiguent pas trop. Je pense que c'est plus efficace quand t'es à un an du concours de faire ça que de t'entraîner 5 fois par semaine aux tractions et à la course. C'est inutile, tu vas te cramer en fait, tout simplement. Pour la natation, ça dépend vraiment de ton niveau, mais le conseil que je donne en général à mes élèves qui ont du mal à la natation, c'est de pas hésiter à aller voir un maître nageur et lui demander des conseils. Ces gens sont là pour ça, voilà, tout simplement. Dans le même état d'esprit que la course, pas se faire des sessions de 1 km de nage. L'épreuve de natation au concours ESA, c'est du 100 plus 10 mètres, donc t'as pas besoin de t'entraîner vraiment sur du très longue distance, du court ça suffit très bien. Et pour le gainage, tout simplement, moi ce que je leur propose, c'est une petite morning routine où, t'as vu ma vidéo peut-être vlog où j'en parle, mais de se réveiller avec une petite vidéo d'abdos, tu vois, avec Brieux le Dantec. Moi c'est le youtubeur que je suis pour les vidéos abdos, je sais pas si tu connais. Tu te fais ça, petite douche froide, petite respiration Wim Hof et ta journée commence sur les chapeaux de roue. Donc voilà, faire des abdos tous les matins, t'auras aucun souci pour tenir les 3 minutes de gainage le jour du concours, sachant qu'en plus pour le gainage on est vraiment alignés les uns à côté des autres, on s'encourage entre nous, tout le monde tient les 3 minutes. Allez, j'ai un élève cette année qui a pas tenu les 3 minutes, si tu regardes cette vidéo je te vois et je ne te félicite pas, mais sinon tout le monde a les 3 minutes. Bref, j'ai fini avec le sport, je reprends sur ma conclusion. Donc 1, s'y prendre tôt, c'est ce que je t'ai dit, le programme est à finir en avance, donc prends-toi à l'avance, prends-toi maintenant, te dis pas que tu vas commencer en septembre, ce serait con si tu veux le concours plus que tout, vas-y sors-toi les doigts du cul et commence maintenant. Enfin à un moment donné tu veux faire médecin militaire, tu veux pas juste traverser la rue et trouver du travail, tu veux vraiment faire un métier où, et j'ai rien contre les autres métiers, mais là t'as quand même 24 ans d'engagement, t'auras la vie de gens entre tes mains, t'as 10 ans d'études, tu vas devoir être vraiment rigoureux et discipliné pendant tes 10 ans. Si t'es pas capable de t'y mettre maintenant en terminale, c'est juste pas fait pour toi en fait. C'est peut-être dur à entendre si là t'es dans le cas où tu procrastines, mais il faut que tu l'entendes ce conseil, parce qu'en fait si tu l'as raté cette année et que tu te dis pas, enfin que t'apprends pas de tes erreurs pour l'année d'après et que tu commences pas à t'y préparer maintenant, mais arrête, enfin, genre juste c'est pas fait pour toi, te fais pas du mal, c'est pas une fin en soi de pas faire médecin militaire, tu peux faire autre chose, t'épanouir dans autre chose, mais si t'arrives pas à t'y mettre maintenant, vraiment, c'est juste que c'est pas fait pour toi. Et il n'y a pas de t'es bête ou t'es moins bien que les autres, simplement ça correspond à un profil, ce concours et ce métier, où il faut être capable de s'organiser à l'avance, de préparer les choses en amont et de s'imposer une discipline sur le long terme. C'est la sélection du concours ESA finalement, le fait d'avoir des épreuves tôt, il faut finir le programme en autonomie, c'est pour ça qu'ils vous le mettent tôt, un oral où il y a quasiment pas d'infos sur internet et où on passe 30 minutes avec un jury, c'est assez stressant, où du coup il faut faire face à des imprévus, faut bien s'entraîner tout seul, c'est finalement des qualités qu'on doit avoir en tant que médecin militaire, donc c'est pour ça que le concours il est bien fait. Bref, deuxième conseil, s'entourer pour rester motivé. Je me répète pas trop, mais du coup ne passe pas ce concours tout seul, entoure-toi de gens qui l'ont déjà passé, qui souhaitent le passer, qui ont une expérience du concours. C'est clairement ce que je propose avec mon accompagnement, ça va tout changer dans ton année, c'est ce qui a fait la différence pour moi et je ne doute pas que ça fera la différence pour toi. Vraiment ce conseil il est en or. Ensuite, troisième conseil, sortir de sa zone de confort en termes d'expérience. Te dis pas ouais j'ai pas trop envie de faire une préparation militaire marine sur l'année, je vais être avec des gens que je connais pas. Ça rejoint un petit peu ce que je te disais il y a 30 secondes, à un moment donné, ouais, si tu n'es pas capable de sortir de ta zone de confort, de travailler en autonomie, c'est juste pas fait pour toi. Donc sors de ta zone de confort, tu vois, par exemple cette année j'ai demandé à mes élèves de tourner des vidéos dehors devant d'autres gens où ils faisaient leurs présentations, ils répondaient à des questions, ils sont sortis de leur zone de confort et c'est peut-être con mais c'est une des choses qui a fait qu'ils étaient plus à l'aise à l'oral par la suite. Donc vraiment sortir de ta zone de confort c'est la base, ne te restreins pas à ta petite vie avec ta famille, ton appartement, aller à la fac ou aller à la prépa, vraiment n'hésite pas à faire des expériences en autonomie, à prendre des initiatives, à partir pendant, je sais pas moi, un mois, faire un intertrail et faire le tour de l'Europe. C'est des expériences qui sont appréciées par le jury. Donc fonce. Si tu veux faire des choses en autonomie, que tu veux te lancer des défis, c'est le moment. La préparation du concours, ça va pas te prendre 10 heures par jour. Hein. Le reste de ta journée, tu peux faire des choses, tu peux bien t'organiser pour partir, faire de l'associatif, n'importe, mais vraiment sors de ta zone de confort. Pitié. Bref, voilà, c'était les conseils que je te proposais dans cette vidéo. Petit moment pub pour mon accompagnement. Là, il me reste plus que quelques places pour le concours 2027. Je pense que tu l'as compris avec ce que je t'ai dit là, mais vraiment, moi, j'assume
t'assures ta place à l'école de santé des armées tout en te faisant passer une bonne année et aussi en te préparant à ce qui va se passer après. Donc c'est-à-dire tes années de médecine. J'essaye de prendre large de t'expliquer en fait tout ce que je sais de la vie, en tout cas de mon expérience de ce concours de l'ESA et ce concours de médecine que j'ai passé, pour que tu sois le mieux préparé à tout ce qui va t'arriver par la suite, puisque ce que tu veux faire, je l'ai fait. Donc voilà, tu peux prendre un appel avec moi, il y a le lien en description ou autour de la vidéo, et on en discute, on commence à construire finalement ton premier plan d'action pour réussir ce concours. Ça ne t'engage rien du tout, tu auras de toute façon des très bons conseils, et moi ça me fait plaisir de t'aider si je vois que tu es vraiment motivé, et je pourrais du coup te proposer, si je vois que ton profil match avec moi ce que j'attends d'un élève qui rentre dans mon accompagnement, va te proposer d'intégrer l'accompagnement. D'ailleurs j'en ferai une petite vidéo pour rebondir par rapport à ce que je disais, mais c'est pas juste des cours la semaine, ce que je propose c'est vraiment quelque chose de global, c'est-à-dire que je vais vraiment te donner des conseils pour le sommeil, pour l'alimentation, pour le sport, pour la lecture, pour plein de petites habitudes que tu dois mettre en place qui font que tu vas changer d'identité, avoir l'identité finalement d'un futur étudiant d'école santé des armées, un futur santard. Voilà, c'est ça l'accompagnement, c'est la différence que je fais avec une prépa qui va juste te donner des cours. Moi je te donne vraiment tout, j'essaie de tout te donner pour que tu sois dans les meilleures conditions possibles pour passer une bonne année, rencontrer des élèves avec qui tu vas bien t'entendre, avec qui tu vas développer des amitiés, avec qui tu vas bien pouvoir bosser et te préparer pour ce qui arrive après le concours ESA. Voilà, en tout cas c'est le retour qu'ont fait les élèves que j'ai accompagnés cette année, que ce soit leurs parents ou même les élèves, c'est ce qu'ils ont apprécié dans l'accompagnement, le fait que ça va plus loin que juste des cours. Et d'ailleurs si tu le souhaites, si tu prends un appel et que tu te poses encore des questions sur l'accompagnement, je pourrais te donner le contact d'élèves à moi qui ont passé le concours cette année en suivant l'accompagnement et qui te diront très clairement si c'est fait pour toi ou si c'est pas fait pour toi. Bref, réfléchis bien, ça peut littéralement changer ta vie. C'était Maxence pour une vidéo plutôt longue mais je pense avec de très bons conseils. Applique et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.